France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Depuis minuit, des milliers de scénaristes américains n'écrivent plus une ligne. Ils sont en grève et c'est tout Hollywood qui tremble. Le dernier mouvement d'ampleur en 2007 avait paralysé toute l'industrie de la télé, des séries, du cinéma. La guilde des scénaristes demande de meilleurs traitements et l'inquiétude est justifiée. Sans scénaristes, les grandes stars n'ont plus de mots, plus de gestes. Dans le Book Club ce midi, deux livres qui racontent Hollywood et ses obsessions. Un essai sur une industrie qui pense pouvoir créer des comédiennes comme on produit des boîtes de conserve. Un roman qui mélange le vrai et le faux pour nous immerger dans ce monde qui était censé nous faire rêver. Hollywood, la grande illusion, c'est le Book Club du jour avec nos invités et la communauté du Book Club donc. Séville nous raconte les séries B, les cabarets comme ultime refuge des exilés du Star System. Le livre nous fait réfléchir à ce mot star, vidé de son sens mystérieux et fantasmagorique. Hollywood était un tout petit royaume, dominé par une poignée de seigneurs. Le Book Club, Nicolas Herbeau. Sophie et Dany, lecteurs et lectrices du Book Club, qui partent donc avec nous aujourd'hui à Hollywood. Bonjour Adrien Gombaud. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma au journal Les Échos et à la revue Positif, l'auteur aussi d'une dizaine de récits et d'essais, parmi lesquels Une blonde à Manhattan que vous aviez publié aux éditions 10-18 en 2012. Vous nous racontiez alors les années new-yorkaises de Marilyn Monroe et vous revenez aujourd'hui avec Des blondes pour Hollywood, nouvel essai publié aux éditions Capricci. Vous nous racontez Marilyn et ses doubles. Marilyn Monroe, c'était une star, un tel canon de beauté, un tel emblème presque que Hollywood ne pouvait pas s'en passer. Oui, exactement. C'est vrai que quand j'ai publié ce premier livre, il y a maintenant plus de 10 ans, je m'étais aperçu qu'en 1955, quand elle part à New York, les studios sont désemparés, c'est-à-dire que c'est une manne d'argent qui s'en va et il faut trouver quelqu'un d'autre pour remplacer, pour continuer à prospérer. Et de façon un peu naïve, ils vont chercher d'autres actrices pour remplacer cette blonde extraordinaire. Et comme vous l'avez dit, essayer de fabriquer une nouvelle Marilyn comme on va fabriquer un paquet de tabac ou une boîte de conserve. Et c'est vrai que ce sont des femmes qui, dans les biographies de Marilyn, ont souvent le droit à une note de bas de page et j'avais envie de les mettre en avant. Alors on va évidemment parcourir avec vous leur vie d'actrice de second plan, il faut bien le dire, de savoir pourquoi est-ce qu'on ne se souvient plus d'elle non plus. Mais on parlait de ce statut de star à Hollywood. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui véritablement comme c'était le cas pour Marilyn Monroe ? Ça, c'est une grande question. Je pense que cette idée de fabriquer un double de Marilyn vient d'une ambition économique très précise, qui est de supprimer l'aspect humain. En réalité, les stars rapportent beaucoup d'argent au studio, mais c'est compliqué parce que ce sont des personnes humaines et donc des personnes qui nécessitent de l'attention, qui réclament un peu plus d'argent quand elles en rapportent plus. Et donc la star, c'est la machine à cash de l'industrie des studios, mais c'est aussi un problème. Et l'idée de supprimer la star tout en gardant l'argent, a toujours existé au fond. Et peut-être qu'aujourd'hui, on en est là. Peut-être qu'aujourd'hui, la grande star, c'est Superman, qui peut être joué par divers acteurs et qui rapporte tout autant d'argent, qu'il soit joué par X ou Y, et que les stars sont désormais des personnages. Peut-être, oui. Et ce sont aussi peut-être, je le disais en introduction, les scénaristes qui se mettent en grève aujourd'hui à Hollywood. Ça fait vraiment trembler l'industrie du cinéma ? Oui, parce que là, évidemment, le facteur humain est indispensable pour écrire. C'est-à-dire qu'autant vous pouvez remplacer un acteur par un autre en lui mettant une cape similaire, autant un scénariste, il faut qu'il soit quand même là pour écrire. Donc c'est toujours problématique, oui, quand les scénaristes se mettent en grève. Et puis, c'est quand même Hollywood aussi un endroit où on fait beaucoup de séries. Et là, il faut produire très très vite et continuer à la chaîne. Donc bien entendu, c'est extrêmement inquiétant pour l'économie de ces studios, cette grève. On va voir comment ça évolue, bien sûr, dans les prochains jours. Pour
Pour réfléchir sur cette attraction presque, j'ai envie de dire, d'Hollywood, nous avons convié Guillaume Poix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dramaturge, auteur notamment de Soudain, Roby Schneider, adapté en fiction radiophonique pour France Culture. C'était en 2021. Romancier également. Et on plonge donc dans l'univers du cinéma avec Star au singulier, votre troisième roman aux éditions Verticales. Sophie, dans un instant, nous donnera son impression de lecture. D'abord, quel est votre rapport au cinéma ? Est-ce que vous avez eu personnellement, et je pose bien cette question-là, vous, une expérience avec le cinéma ? Oui, c'est ce que je raconte un petit peu dans le livre, puisque le narrateur du roman est un peu mon alter ego, cet acteur, l'acteur que j'ai été, que j'ai espéré être à un moment et qui essayait comme ça de s'incruster sur des plateaux de tournage pour vivre son rêve. Mais plus largement, le cinéma, ça a été fondateur du point de vue de l'imaginaire, du point de vue du désir, du point de vue de la politique. En fait, je m'aperçois que j'ai été un spectateur compulsif de cinéma et c'est devenu très présent dans ma pratique d'écriture. Donc, oui, j'ai l'impression que le cinéma, c'est le grand mythe moderne qui, en tout cas, a totalement nourri et construit ma psychologie, mes émotions, mon rapport aux autres. On va, dans un instant, vous suivre, donc vous et votre alter ego, jusqu'à Hollywood. Mais d'abord, Sophie a donc lu Star de Guillaume Poix et voici ce qu'elle en retient. Dans Star de Guillaume Poix, le narrateur est un comédien raté qui pose un regard sarcastique, mais aussi très drôle sur le monde du cinéma. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la manière dont Guillaume Poix nous emporte dans un incessant va-et-vient entre la fiction et la réalité. Il brouille les pistes, et au lecteur, mais aussi au narrateur, de se retrouver la vérité dans le grand répertoire du cinéma. Et c'est là où nous allons découvrir Ariel Wintrop, le plus grand figurant de tous les temps, qui a joué avec les plus grands acteurs et réalisateurs, et qui pourtant demeure un parfait inconnu. Le narrateur va décortiquer ses faits et gestes pour écrire la Bible du parfait acteur. La question de la starification se pose alors. Qu'est-ce être une star aujourd'hui ? Est-ce être un acteur reconnu ? Ou est-ce, à l'image d'Ariel, parfaire le geste ultime, mais rester dans l'ombre des médias ? Star est un très très bon roman d'apprentissage que je vous recommande vivement. Guillaume Poix, qui est selon vous la grande star du cinéma aujourd'hui ? Merci Sophie. C'est une colle qui est la grande star du cinéma aujourd'hui. Adrien disait que c'est plutôt les personnages au fond qui sont aujourd'hui les grandes stars, les personnages qu'on peut dupliquer à l'éternel. Et au fond, la question de l'incarnation apporte moins que la question du mythe lui-même. Si je pense à une grande star aujourd'hui, c'est pas simple, puisque j'ai l'impression que je vais être ramené à ma génération, ou en tout cas, je sais même pas si aujourd'hui des gens comme Marion Cotillard, par exemple, est-ce que c'est une grande star ? Je penserais plutôt peut-être à Isabelle Huppert, mais c'est peut-être dans une acception plus du cinéma d'art, alors que j'imagine que la star, c'est aussi un rapport au cinéma, au grand cinéma de divertissement populaire. C'est une bonne colle, j'ai pas de réponse. On voit dans votre roman donc ce personnage, ce comédien furtif, Ariel Wintrop, qui est non pas le narrateur, mais qui est l'un des personnages principaux présents sans être véritablement présent. Quel lien vous avez imaginé entre le narrateur, ce comédien apprenti, raté, disait Sophie, et celui qui va devenir une obsession pour lui ? Je pense que le livre s'est construit dans cette... C'est comme si j'avais voulu retraverser ces années où j'ai aspiré à être au premier plan, à être un premier rôle, à occuper le devant de la scène. Et je me suis interrogé sur cette pulsion, en me demandant si elle était universelle, si on la partageait tous. Et en fait, dans la figure d'Ariel Wintrop, dans ce figurant, cet homme qui s'acharne à disparaître, qui s'acharne à être furtif, comme vous le disiez, invisible, il m'a semblé au fond qu'il y avait un rapport à l'écriture. Et en fait, le livre raconte, je crois, ce passage d'une vocation à une autre, c'est-à-dire j'ai espéré être acteur et je suis devenu écrivain. Et en fait, il y a un travail de la disparition qui a été à l'œuvre à travers toutes ces années. Et je crois qu'en fait, Ariel représente, ou en tout cas, le motif d'Ariel a initié le narrateur à la question de l'écriture, à la question, comme je disais, de la disparition, du retrait, du repli, à la question de l'enquête aussi, puisque le narrateur ne va pas cesser de manière compulsive de traquer sa star à lui, cette espèce d'homme qui disparaît, qui a 1000 visages, qui n'en a aucun, et qui se concentre sur une chose très simple,
simple. Et je crois qu'au fond, l'acte d'écriture, c'est peut-être un peu ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de le raconter. Alors on ne sait pas, hein, et on a beaucoup joué aussi avec l'émission en lisant votre livre, avec l'équipe de l'émission, savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, évidemment. En tout cas, votre narrateur rencontre Nicole Garcia, et c'est elle qui lui parle d'Ariel Winthrop, et c'est ce qui va l'emmener d'ailleurs à New York. Qu'est-ce qui le pousse vers New York? Ça représente quoi pour votre narrateur, New York? Alors c'est Los Angeles. Los Angeles et Hollywood, pardon. Nicole Garcia, elle donne au narrateur, en fait, elle lui donne un sujet. Elle lui donne un personnage, elle lui donne une trame et elle lui donne un décor. En fait, elle lui donne comme un synopsis. Et à partir de là, le narrateur la prend au mot et part enquêter pour lui-même pour essayer de voir sur place si cette personne existe. Los Angeles, c'est évidemment, sachant que j'écrivais un roman sur le cinéma, Los Angeles, c'est comme à la fois le trou noir, l'étoile noire autour de laquelle gravitent toutes nos aspirations. Et donc Los Angeles, c'est le lieu de la perdition, c'est le lieu du fantasme, c'est le lieu du désir pour ce personnage, c'est le lieu en fait de l'impossible, puisque la ville est tellement tentaculaire, l'histoire d'Hollywood est tellement emblématique, que pour ce petit Français un peu raté que j'ai été, que je suis, en tout cas que le narrateur, il est comme mon emblème. Je voulais jouer sur cette disproportion de cette ville immense, de ce mythe, et puis de ce tout petit personnage qui essaie de s'y faire une place, armé d'un bon sujet que lui a donné Nicole Garcia. Adrien Gombaud, Hollywood, une ville hantée, remplie de fantômes et de souvenirs. C'est ainsi que Mamie Van Doren définit Hollywood dans votre recueil. Mamie Van Doren, c'est aussi une star d'Hollywood, à sa façon, l'une des nouvelles Marilyn. Oui, Mamie Van Doren, ce qui est très particulier, c'est que parmi toutes les actrices qui figurent dans ce livre, c'est la seule qui est encore en vie. Elle est très âgée, elle a plus de 90 ans et elle est toujours sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez la suivre, c'est assez spectaculaire. On la voit faire du vélo, d'appartement et essayer de maintenir ce glamour de son époque. Et effectivement, elle vit encore dans ce Los Angeles perdu qui n'existe plus. Elle parle encore d'acteurs qui sont disparus depuis très longtemps, qui ont été ses amis, parfois ses amants. Et elle est le dernier témoin d'un monde qui a cessé d'exister en réalité dès le début des années 60. Et c'est ça qui m'intéressait dans Mamie Van Doren, qui par ailleurs était très connue. C'est-à-dire que c'est ça la particularité de ces actrices. Ce n'était pas l'équivalent des figurants. C'est des femmes qui, à leur époque, ont fait des couvertures de magazines, ont été très connues et qui n'ont pas été rattrapées par la postérité. Vous dites dans votre livre, Adrien Gombaud, qui donc retrace le destin de ces 10 actrices, dont Mamie Van Doren, que c'est comme un recueil de nouvelles. Alors la nouvelle, c'est ce fameux genre littéraire organisé autour d'une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qui s'est passé pour ces 10 femmes, pour qu'elles soient oubliées, pour qu'elles n'arrivent pas véritablement à construire une carrière, comme on imagine une carrière à Hollywood? C'est le personnage aussi de Guillaume. Je pense que déjà l'ambition était folle, c'est-à-dire que ce sont des jeunes femmes qui ont 20 ans, qui arrivent à Los Angeles, et il faut voir que c'est une époque où tout est loin. Ce sont des femmes qui arrivent en bus, et c'est des heures de bus, des heures de train, parfois même d'avion. Il y a une Française parmi elles, et donc c'est une aventure véritablement d'aller à Los Angeles et de s'y installer. Et on leur propose du travail, un travail qui consiste à être la nouvelle Marilyn. Mais ce travail est une impasse, puisque on ne peut pas répliquer Marilyn, et en plus, de toute façon, le modèle de femme qu'elles sont censées incarner, c'est-à-dire cette blondeur, ces robes lamées, cette musique un peu jazz, va disparaître dans les 60s très rapidement. Et donc l'ambition qu'on leur a demandé, le but qu'on leur a demandé d'accomplir n'est pas possible, n'existe pas. C'est un rêve, une chimère. Mais c'était des femmes qui avaient sans doute d'autres talents et qui n'ont pas eu l'occasion de l'exprimer parce que le système ne leur a pas permis. Ce que vous disiez tout à l'heure sur Superman, là c'est par exemple la même chose. On leur demande d'endosser la cape de Marilyn, si je puis dire, la couleur de cheveux, le physique, les gestes, enfin on cherche des sosies.
Exactement, pour remplacer cette manne d'argent qui est Marilyn Monroe. Et la différence, c'est que Superman est un personnage de fiction. Donc on peut interpréter, comme un acteur de théâtre peut interpréter Don Juan et passer le rôle à quelqu'un d'autre. Mais Marilyn, c'est une personne qui joue des personnages, mais c'est une personne humaine. Donc elle n'est pas remplaçable, elle est unique. Tout comme ces femmes elles-mêmes sont uniques, tout comme tout le monde est unique. Donc l'idée d'être quelqu'un d'autre est une impasse et d'une naïveté et d'un cynisme confondant. Alors Marilyn Monroe, évidemment, c'était aussi un caractère. Vous racontez en partie aussi qui elle était. On a l'image de Marilyn Monroe, starlet en quelque sorte. Et il y a évidemment beaucoup plus derrière l'actrice et la personne. On va d'abord écouter Dany. Dany, elle a lu Des blondes pour Hollywood d'Adrien Gombeau. Voici ce qu'elle en retient. Je connaissais déjà Marilyn, ses excès, ses légendaires retards sur les plateaux qui firent d'elle le cauchemar des producteurs. Le livre d'Adrien Gombeau dresse ce portrait de 10 comédiennes envisagées pour la remplacer. On recherchait un autre objet du désir, mais plus malléable aux exigences des studios, tout en restant asservi aux clichés de la blonde sensuelle. J'ai trouvé les présentations intéressantes, vivantes, et j'ai aimé découvrir leurs débuts, les anecdotes de tournage. Leur célébrité était plus ou moins longue. La trentaine était quasi une date butoir aux carrières des actrices. Grâce à ce livre, j'ai aussi revécu un voyage effectué à Los Angeles, le quartier de West Hollywood que traverse Sunset Boulevard, le Walk of Fame, où j'ai vu les empreintes de l'unique Marilyn, le Beverly Hills Hotel, Fairfax Avenue, la Ciénéga, tous ces lieux emblématiques de l'âge d'or du cinéma, hantés par les rêves de gloire et les fantômes de leurs désillusions. Interroger ces ombres revient à plonger dans un métier et une époque impitoyables. Ces vies nous racontent les séries B, l'arrivée de la télévision dans les foyers, les cabarets comme ultime refuge des exilés du Star System. Au-delà de la profession d'actrice, ces silhouettes relatent la difficulté d'être des femmes indépendantes et ambitieuses dans un monde façonné par des hommes carnassiers et affamés. Ces carrières tournent autour des mêmes adresses, des mêmes boîtes de nuit, des mêmes restaurants, sur un îlot de l'immense Los Angeles. Hollywood était un tout petit royaume, dominé par une poignée de seigneurs. On y est dans le Hollywood des années 60, Adrien Gombeau. Tel Frankenstein, il faut donc trouver quelqu'un qui va remplacer Marilyn Monroe. Qu'est-ce qui gêne tant chez Marilyn ? Il y a évidemment le fait que ça rapporte de l'argent, vous l'aviez dit tout à l'heure dans le monde de l'industrie, mais elle a aussi son caractère, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas très malléable. Oui, alors ça c'est très connu, c'est quelqu'un qui est sans cesse en retard, qui a des exigences, mais qui travaille. Enfin, c'est-à-dire que si on étudie les vies de ces actrices et si on regarde leurs films, on s'aperçoit que peut-être qu'elle était en retard, peut-être que c'était très compliqué, peut-être qu'elle négociait trop longuement, qu'elle disait oui de façon très parcimonieuse, mais le résultat est incomparable. C'est-à-dire que quand on voit les films de Mamie Van Doren, qui a du talent, qui chante bien, qui danse bien, qui a une vraie présence, quand on voit Jane Mansfield aussi, il y a quelque chose d'assez particulier chez elle, mais il n'y a pas la petite chose en plus qui fait que Marilyn est Marilyn. Et donc, tout cela, on voudrait supprimer une partie de sa personnalité, mais en réalité, si on veut Marilyn, il n'y a qu'une seule personne capable d'être Marilyn. Et vous dites qu'il faut que c'est un fantasme même de producteur de pouvoir trouver la personne qui va la remplacer et vous racontez cette anecdote qu'à sa mort dans la nuit du 4 au 5 août 1962, le grand producteur Harry Cohn hurle « Trouvez-moi une autre blonde ». Oui, c'est terrible cette phrase. Bon, à la fois, il y a quelque chose de grotesque et un peu drôle, mais en même temps une réalité. C'est-à-dire que pour lui, ce sont des blondes. Et donc, on peut trouver une autre blonde. Et ça doit se trouver dans la nuit. C'est un rapport assez bizarre pour des gens qui sont des très grands professionnels du cinéma, des pères fondateurs du cinéma américain, de penser aussi naïvement que cela, qu'une actrice est d'abord une blonde avant d'être une actrice. C'est ça aussi, Guillaume Poix, une star, ce sont toutes les légendes que l'on raconte autour d'elle. C'est un peu comme d'ailleurs votre narrateur qui arrive aux États-Unis grâce à un coup de bol, un coup de chance. Oui. C'est vrai que j'ai l'impression que la star, elle est aussi puissante parce qu'elle est comme
il y a 1000 couches d'histoire, de fiction, de fantasmes autour d'elle. Et en fait, ce qui nous intéresse dans la star, c'est de la retrouver de film en film. C'est pas tant peut-être les personnages qu'elle joue, mais c'est de continuer à entretenir ce lien intime entre soi, spectateur, et l'écran. Cette espèce d'attraction unique qui nous guide l'un vers l'autre. Et j'ai l'impression que plus la star vit de manière labyrinthique, plus il lui arrive des choses, c'était un peu le cas dans la vie de Romy Schneider, au fond, plus la vie est pleine, alors pleine de choses qui peuvent être tragiques, mais en tout cas, plus il y a tout à coup le costume n'est plus là, la fiction n'est plus là, mais on a accès à la personne véritable, on a l'impression d'avoir un accès intime à cette personne véritable, alors je crois que le dialogue intime, il se noue, et la star est d'autant plus puissante en nous, enfin, son aura est d'autant plus magnétique. À moi l'Amérique, dit votre narrateur, qui obtient donc sa green card par loterie, à la loterie américaine. Il arrive là-bas et il dit il a l'impression de vivre carrément dans un film lui-même. Ça ne pouvait arriver qu'aux États-Unis, ce rêve américain de devenir acteur. En France, ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché parce qu'il suit un peu le parcours de nombreux acteurs. On est nombreux à avoir tenté de passer des castings et de les rater, de ne pas réussir à trouver un agent, de payer ses cours de théâtre en étant serveur, ou alors de rater tous les concours du conservatoire. Et effectivement, à un moment donné, toutes les portes se ferment en France. Donc face à cette impasse, il se dit peut-être que se réinventer ailleurs, dans une autre langue, dans un autre territoire est une chose possible au fond. Et je pense qu'aussi, c'est comme un passage obligé. Sophie disait que c'est un roman d'apprentissage. C'est effectivement, je crois, un roman initiatique. Et il y a comme des épreuves. Il y a des épreuves qualifiantes pour ce narrateur. Et l'une des épreuves qualifiantes ou invalidantes, c'est le passage à Hollywood. Il y a aussi des épreuves disqualifiantes, si on peut dire, et c'est là où on se rend compte, on parlait tout à l'heure de déshumanisation de Marilyn, qui n'est plus qu'une sorte de poupée, si on peut dire, en tout cas d'objet pour les producteurs. Vous racontez, vous Guillaume Poix, le casting. On m'avait imposé de faire le chien, le rouge, le nord, Patrick Juvet, la limace, la sérendipité et l'ovule. On m'avait baratiné sur mon clone intérieur, mon médium et mon timbre de ténor enrhumé. Ça, c'est un peu l'hommage que je voulais rendre dans le roman à cette vie d'acteur. Parce qu'en fait, la vie d'acteur, c'est une vie dont on n'entrevoit que le côté clinquant ou le côté merveilleux pour ceux qui parviennent à vivre cette vie. En fait, c'est une vie de labeur infini. On en parlait avec Adrien tout à l'heure aussi sur la question de l'œuvre, qui est aussi quelque chose que j'avais tenté d'approcher dans le travail sur Romy Schneider. Qu'est-ce qui fait œuvre pour un acteur ? Parce qu'on parle tout le temps de l'œuvre des auteurs, des sculpteurs, des peintres, des chanteurs, et puis rarement de l'œuvre d'un acteur. Et en fait, vous devez votre œuvre au regard, au désir des autres, vous devez votre œuvre à tant d'éléments extérieurs que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et je voulais rendre hommage, je crois, à toutes ces petites mains, toutes ces petites vies, toutes ces petites aspirations qui sont en fait de grands destins, mais qui ne sont pas racontés. Et tous les acteurs passent par ces épreuves d'humiliation, ces épreuves où le narcissisme est mis à rude épreuve. Alors bien sûr qu'on met son narcissisme en bouclier pour se dresser et se lever, pour forcer le regard sur soi. C'est ce que dit Nicole Garcia à un moment donné dans le roman au narrateur. Mais ce narcissisme, il n'est pas qu'une vaine chose, il est aussi un désir de raconter le monde. Et je crois que les acteurs, aujourd'hui, ils portent ça pour nous. On a un tel désir de fiction que raconter le monde, c'est ce qu'on leur demande, c'est éperdument ce qu'on veut qu'ils fassent pour nous. Et tous ne sont pas divinisés de leur vivant. Et je voulais raconter ça, toutes les petites expériences, toutes les petites choses qui sont honteuses, qui sont difficiles à vivre, mais qui forgent quand même une certaine distance par rapport au réel. Adrien Gombaud, justement, sur cette idée de petite vie, de petite carrière. Et pourtant, vous le dites, elles ne sont pas nulles, les actrices dont vous nous racontez la vie. Il y a la rencontre d'une actrice et d'une époque dans la starification. Et c'est vrai que ce sont des actrices qui arrivent à un moment de l'histoire où, de toute façon, un monde est en train de s'écrouler.
C'est-à-dire qu'on est à la fin des années 50, au début des années 60. L'après-guerre se termine, une nouvelle jeunesse arrive et certaines vont tenter de devenir... Mamie Van Doren est un bon exemple, elle tente de chanter du rock'n'roll, elle voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, qu'elle incarne un monde qui va disparaître. Et ce monde va disparaître au cinéma et ces femmes, celles qui vont survivre un peu, vont trouver refuge au cabaret. Parce que là, évidemment, dans les cabarets, il y a ce public un peu ancien qu'elles ont accumulé au cours des 10 ou 5 années où elles étaient là, en haut de l'affiche. Et ça peut continuer un peu. Mais pour le cinéma, quelque chose se termine effectivement. Et peu importe son âge, même si on a 25 ans, 26 ans, du moment qu'on incarne quelque chose d'ancien, c'est très très difficile après de recoller avec ce public qui a déjà tourné la page. Il y a aussi dans votre livre la façon dont Hollywood et donc dont les hommes considèrent les femmes. Il y a ce rapport de domination qu'on a commencé à décrire. Racontez-nous par exemple Corinne Calvet, c'est la française, la seule française qui est présente dans votre livre et qui a voulu aussi ressembler à Marilyn. Oui, c'est effectivement un monde d'hommes. Alors c'est un monde, comme c'était dit, tout petit. C'est vrai que Los Angeles est une ville gigantesque, mais le quartier du cinéma n'est pas si grand. Donc on s'aperçoit que ces femmes fréquentent toutes les mêmes restaurants, les mêmes boîtes de nuit, et ont affaire aux mêmes hommes qui dirigent. Et l'idée de trouver moi une autre blonde, ça dit aussi le rapport que ces hommes avaient avec ces femmes, qui étaient pas seulement leurs employés, mais leurs choses. Et donc, évidemment, c'est d'une violence sur les rapports de sexe qui est terrifiante par moments. C'est-à-dire Corinne Calvet, les anecdotes qu'elle raconte avec Fox, qui relèvent du harcèlement, qui relèvent du pénal, mais qui finalement sont intégrées dans ce monde-là. On est bien avant... Une rencontre avec un producteur où littéralement il lui demande de coucher avec elle. Enfin, il lui demande pas d'ailleurs. Voilà, il lui demande pas. C'est un chantage sexuel totalement assumé, et on est bien avant cette époque où on peut rendre ça public ou porter plainte. Tout ce qu'elle va pouvoir faire, Corinne Calvet, c'est l'écrire dans ses mémoires des décennies plus tard. Mais ce sont des choses proprement terrifiantes et en même temps complètement ordinaires dans l'époque à laquelle ces femmes évoluent. Donc, en même temps, elles sont quand même indépendantes. C'est-à-dire qu'elles vivent dans un monde où elles sont des victimes, mais où elles travaillent, où elles gagnent de l'argent et où elles ont quand même une petite marge de pouvoir que certaines parviennent à exercer. Il y a quand même une rare violence dans ce milieu, dans ce monde que l'on décrit, Hollywood, la grande illusion. Quand votre personnage, Guillaume Poix, il arrive à Hollywood, évidemment, ça va pas bien marcher non plus. Non, on l'attendait pas. Oui. Personne ne l'attendait. Ça va pas bien marcher non plus parce que peut-être il est... il n'a pas les outils, il n'a pas la boîte à outils pour réussir, puisqu'il vient d'ailleurs. Il va quand même réussir à trouver l'aide d'un agent qui n'est pas le bon agent, mais qui en tout cas est quelqu'un qui va le guider un petit peu. Mais je suis frappé par ce que vous dites, Adrien, parce qu'effectivement, c'est quand même... moi, c'est ça qui m'a profondément marqué à la lecture de votre livre, c'est l'extrême violence que traversent ces femmes. C'est quand même des vies... c'est Barbara Nichols qui dit, je crois, dans un des films, on est des mandarines. Oui. Vous parlez de cette métaphore de la mandarine que j'ai trouvée vraiment saisissante. C'est c'est le Kleenex, quoi. C'est ce rapport du capitalisme aux êtres, aux acteurs. Et je pense que il y a quelque chose qui est fondateur dans le fait même d'être acteur, puisque c'est un jeu de désir, c'est un jeu où la circulation du désir est fondamentale. Et en plus, quand vous êtes acteur de cinéma, c'est votre corps, c'est la manière dont vous incarnez. Il se trouve que dans Star, le narrateur n'est peut-être pas suffisamment en paix ou à l'aise avec son corps, ou en tout cas n'a pas un corps triomphant, n'a pas un corps viril triomphant. Et c'est peut-être ça qui va lui poser problème, c'est qu'il échappe au canon et il cherche à travers Ariel Winthrop un autre modèle d'homme. Au fond, c'est quand même l'histoire d'un homme qui disparaît, ce qui est par rapport à Hollywood ou par rapport au système patriarcal général dans lequel on évolue, une anomalie. Et c'est cette anomalie-là qui l'intéresse. Mais il y a aussi dans Star, je pense, un rapport au thème de la pudeur. Je crois que c'est Dominique Sanda à un moment qui dit « je suis pudique » et le narrateur lui répond « mais vous êtes actrice » et elle dit « c'est la même chose ». C'est-à-dire que toutes ces cicatrices, toutes ces humiliations, il n'est pas question de les afficher. Et en jouant,
quelque part, on crée autre chose, on crée un bouclier qui vous protège de cette violence. Oui, exactement. On crée un masque, comme d'autres mettent une perruque blonde pour cacher les égratignures. Ouais. On a l'impression qu'on n'a pas le droit de se plaindre quand on veut devenir acteur ou actrice, qu'il faut endurer tout ce qu'on vient de décrire et parfois bien plus, que si on se plaint, c'est qu'on ne mérite pas ce rôle ou qu'on ne mérite pas de faire ce métier. Guillaume Poix. Oui, c'est qu'aussi, je pense, il y a peut-être une confusion, c'est-à-dire que on suppose qu'être acteur, puisqu'on se montre, on ne va pas en plus demander de l'indulgence vis-à-vis de ses propres problèmes. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de relation un peu bizarre où on est sur le devant de la scène et c'est une chance. Et cette chance-là ne supporte aucune, comme vous le disiez, aucune plainte, aucune plainte d'aucune nature. J'ai pas de réponse particulière précise là-dessus. J'ai l'impression que toute personne qui jouit d'une présence médiatique, c'est pareil pour les journalistes, au fond, aujourd'hui, les hommes politiques, toute personne qui a un champ d'occupation de l'espace public, médiatique, on considère que puisqu'il est visible, alors il n'a pas en plus à exprimer ses états d'âme ou à se plaindre parce qu'il serait déjà privilégié, au fond, dans cette grande hiérarchie que serait ce que nommait Warhol sur ce quart d'heure de célébrité. Ben voilà, puisque vous l'avez, alors inutile de vous plaindre, vous l'avez voulu, vous l'avez cherché, vous l'avez eu. Mais il y a une confusion, je pense, par rapport à ce que c'est que l'art de l'acteur. Je me suis demandé à un moment pourquoi Mamie Van Doren était encore vivante. Bien sûr, il y a des considérations biologiques, elle a sans doute des gènes extraordinaires, mais quand on lit ses mémoires, on voit que c'est une femme très dure. C'est une femme qui est allée au Vietnam pour soutenir les troupes, qui a connu la guerre, qui a connu les bombardements. C'est une femme qui, quand elle parle de ses collègues actrices, raconte tout ce qu'on a dit, tous ces chantages sexuels, etc., mais jamais ne trouve ça anormal. Elle raconte ça de façon très naturelle. Et je me suis demandé si effectivement, toutes les autres qui ont quand même très très mal fini, qui sont mortes jeunes, si effectivement pour survivre, il fallait pas être une guerrière. Avec des tentatives de suicide, avec des morts prématurées, si on peut dire. Et vous le dites bien d'ailleurs, Adrien Gombaud, elles se battent quand même pour exister, ces femmes, pour rester à la mode. Elles vivent ce qu'on a décrit, mais il y a aussi une force de caractère. Elles ne se laissent pas faire. Oui, et je crois que c'est là où on peut tous s'identifier à ces femmes aussi, c'est qu'elles se battent pour faire ce qu'elles aiment. Tout simplement. Elles veulent faire quelque chose qu'elles aiment faire. Et c'est pas donné à tout le monde dans la vie de tous les jours. C'est compliqué de réussir à gagner sa vie en faisant ce qu'on aime, que ce soit actrice ou n'importe quel autre métier. Mais c'est encore plus compliqué quand on est actrice parce que la compétition est énorme et c'est encore plus compliqué quand on est une femme à la fin des années 50. Lise Renet, c'est celle qui est devenue une vedette sans jamais avoir tourné de film quasiment, c'est ça? Lise Renet, c'était extraordinaire parce que Lise Renet est un personnage. C'est-à-dire que là, on est à la limite avec Lise Renet de la célébrité comme on l'entend aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a fait de la prison et qui a transformé son procès en un véritable champ médiatique où tout le monde la regardait et qui faisait un show à la barre. Et si elle n'a pas réussi à Hollywood, elle a finalement percé à Las Vegas en devenant une grande showgirl de Vegas où, chez elle, elle a reproduit un petit Hollywood avec son petit Walk of Fame où elle a mis son étoile à elle. Elle n'a pas son étoile à Los Angeles, mais elle l'a dans sa maison de Las Vegas. Et finalement, à sa façon, elle a réussi. Et elle était extrêmement célèbre dans ce milieu des shows de Las Vegas. Guillaume Poix, pour terminer, c'est aussi une critique, votre livre, évidemment, de ce monde du cinéma. C'est facile pour quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre, mais est-ce qu'on retrouve cette même chose, ce même esprit, ces mêmes difficultés aussi pour les comédiens de théâtre? Vous voulez dire la difficulté oui, alors, de trouver sa place. Alors c'est autre chose parce qu'au théâtre, en fait, il y a quelque chose de moins cinglant qui est l'objectif. En fait, l'objectif, il est démultiplié puisqu'il y a plusieurs spectateurs et le cadre, c'est le spectateur qui le fait lui-même. Au cinéma, votre corps, il est capté par la caméra. Il y a quelque chose, cette fameuse, le fait d'être cinégénique, enfin cette espèce de chose. Est-ce que ça passe à l'écran? Est-ce que je passe à l'écran? C'est comme vous disiez par rapport à Marilyn, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a ou
qu'on n'a pas. Bon, ça, c'est terrible dans la vie. C'est une injustice terrible, c'est d'une violence folle quand on a rêvé ça. Le théâtre, sans être un lot de consolation, vous demande tout autre chose, parce que c'est Louis Jouvet qui disait au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué. Donc ça impose une toute autre chose. Il me semble que les acteurs de théâtre, ça impose une endurance, ça impose un rapport au temps beaucoup plus long, un rapport à la présence qui se situe complètement ailleurs. C'est aussi une aventure collective qui n'a rien à voir avec le cinéma, puisque le théâtre n'est pas dépendant d'une technique. Il y a évidemment, bien sûr, que le théâtre, il y a de la lumière, des décors, bien sûr qu'il y a toute une technique qui accompagne le théâtre, mais en fait, ça reste le face-à-face d'un acteur avec quelqu'un, avec cette illusion du quatrième mur que l'acteur ne cessera de rompre, et ça, c'est irremplaçable, et c'est sans doute plus nu, une pratique plus nue. Hollywood, grandeur et décadence. Vous retrouvez la sélection des livres suggérés par les auditeurs membres du Book Club sur notre page Instagram. Blonde, notamment de Joyce Carol Oates, Rien ne va plus de Douglas Kennedy ou encore Dernier feu sur Sunset de Stewart Onan. Merci à tous les deux d'être venus. Adrien Gombaud, des Blondes pour Hollywood, Marilyn et ses doubles. Votre nouvel essai publié aux éditions Capricci. Merci à vous, Guillaume Poix. Votre troisième roman s'intitule Star au singulier. Il est disponible aux éditions Verticales au pluriel. Charles Danzig, c'est Quadritem, avant l'épilogue dans un instant. Beaucoup de choses sont à reprocher à Maurice Sachs. Il était veule et voleur, imitateur et traître. Je m'arrête un instant. Avez-vous remarqué combien ces deux vices vont ensemble ? Un imitateur imite parce qu'il admire. Il se croit lui-même admirable d'admiration. Qu'il imite, il ne s'en rend pas complètement compte. Il est imbibé de son maître. Si cela dure, cela devient un vice. L'admiration tourne au vampirisme. À la fin, et parfois même au début, tout ce que ce genre d'imitateur souhaite, c'est de tuer celui qu'il imite. Il veut devenir lui. Et, une fois qu'il pense avoir accompli sa rapine, il trahit celui à qui, si souvent, il devait tant. C'est pour cela qu'il trahit. Il n'aime pas être redevable. Méfiez-vous des imitateurs, ce sont des esprits médiocres qui désirent votre mort. Maurice Sachs, qui devait beaucoup à Cocteau, l'a admiré, a écrit le plus grand bien de lui, l'a imité, puis, quand il a pensé pouvoir le trahir, a écrit des horreurs sur lui. Elles montraient qu'il lui restait attaché. Juif, il a continué ses malversations sous l'occupation jusqu'à devenir, pour autant qu'on le sache, collaborateur. Étant corrompu, c'était un moraliste. La morale est la punition faite aux autres de la corruption qu'on ne veut pas lâcher. Sachs a écrit un excellent récit moraliste sur le gouvernement de Bordeaux, La chasse à courre. Lui-même a fait l'exode, si je puis dire. Je le cite. « Je n'ai jamais rien vu qui pût se comparer. 3 millions de réfugiés encombraient la ville, celle de Bordeaux. » Je ne sais pas d'où il tire ce chiffre, sans doute exagéré, mais il est évocateur. Tout ce qu'il écrit pourrait avoir été peint par un satiriste comme Hogarth. Plus de chambres dans les hôtels, on loue des fauteuils pour dormir. Les terrasses des cafés, ce peuple de Parisiens qui se reconnaissent, écrit Sachs avec amusement. Dans les restaurants, il y avait bombance. Il croise Pierre Laval. Déjà, dit Sachs, se prêchait ouvertement une politique anti-anglaise. Déjà, quelques-uns tournaient kazakh, et la peur de voir arriver jusque-là les Allemands faisait une opinion nouvelle. C'est une chose relevée par deux autres écrivains présents à Bordeaux, Emmanuel Berle, dont je parlais hier, Julien Green, dont je parlerai demain. Les Français avaient mâché de l'anglophobie depuis la guerre de 100 ans, depuis la Révolution et l'Empire, depuis 1870, où le Royaume-Uni avait refusé de s'allier avec nous contre la Prusse. L'alliance de 1914 n'avait pas tout réparé. Le plus désolant est l'impréparation, le laisser-aller, les péroraisons, la rigolade. Voici ce que dit Sachs. On s'imagine que les heures graves d'une nation sont vécues par le public dans une atmosphère d'exception et de gravité. Il n'en est rien. Et cette frivolité hideuse, ces soulagements d'un quart d'heure par une soulerie ou dans les bras d'une prostituée ou au moyen d'un simple commérage, constituent un moment répugnant de l'humanité. Sans aller jusqu'à réclamer de l'héroïsme, qui est d'ailleurs parfois une forme de sottise, on pourrait avoir de la tenue.
Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Anouk Delfino, Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanne Agrapard, Didier Pinault et Alexandra Laibegovic. C'est Colin Gruel qui réalise cette émission cette semaine. À la prise de son ce midi, Jordan Fuentes. Voici l'épilogue. C'est une colle. Je penserais plutôt peut-être à Isabelle Huppert. C'est la seule qui est encore en vie. Elle est très âgée, elle a plus de 90 ans et elle est toujours sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez la suivre, c'est assez spectaculaire. C'est comme à la fois l'étoile noire autour de laquelle gravitent toutes nos aspirations. Et la différence, c'est que Superman est un personnage de fiction. On ne l'attendait pas. Oui. Personne ne l'attendait.